autrice de premiers romans qui ont paru à la rentrée en septembre, très réussis l'un et l'autre, qui ont des qualités non seulement d'écriture, mais sur ce qu'ils nous racontent, à la fois de notre époque et de nos propres incertitudes, pour prendre le contre-pied du titre de Marie Semelin. Donc, à ma gauche, Nacera Taner, Allô la plage chez Verdier, et Marie Semelin, Les certitudes. Alors, je vous propose de faire une présentation très rapide, et puis on verra ensuite tranquillement. Mais disons que peut-être on peut signaler tout de suite que dans les préoccupations communes... Ah oui. Alors là... Chose importante, il faut que je signale dès le début que cette rencontre est filmée et que pour ceux qui voudront la revoir ou ceux qui n'ont pas pu y assister, il y a un code qui permet de la revoir, ou bien sur le site de Sous les couvertures ou sur la chaîne YouTube de Sous les couvertures, vous pouvez la retrouver. Voilà. Donc oui, il y a quand même quelques préoccupations communes, je trouve, dans vos deux livres, notamment la préoccupation de la langue, de la voix, de l'écrit, de l'identité et de l'histoire personnelle qui se mêle aux événements de l'histoire extérieure, disons, de l'actualité. Et peut-être aussi dans les deux livres, comme on le découvrira, vous le découvrirez en les lisant, une quête intérieure aussi, peut-être. La recherche d'une paix intérieure, en tout cas. Et avant d'entrer carrément dans les textes, comme ce sont vos deux premiers romans, je voulais vous demander tout simplement comment s'est passée l'écriture de ce premier roman, comment vous y êtes venu, et est-ce que c'est un sujet, par exemple, que vous traîniez depuis de nombreuses années, ou est-ce que ça s'est fait assez rapidement? Et puis peut-être dans un deuxième temps, nous expliquer comment vous avez travaillé avec votre éditeur ou éditrice. Bonjour. Alors, pour ce qui est de l'écriture de ce premier roman, je dirais qu'il y a eu un moment, quand je me suis installée à Paris il y a une vingtaine d'années, pour terminer mes études et travailler, j'ai commencé à avoir une préoccupation qui était de comprendre un peu la bascule qui s'opérait entre la vie dans ma ville d'origine, dans mon quartier d'origine au Havre, donc un quartier populaire, la Main-Rouge, et de parents immigrés marocains, et cette nouvelle vie à Paris, à étudier le droit, à être dans un autre contexte culturel, social, linguistique. Cette préoccupation, elle est vraiment née là, et j'ai commencé à écrire des textes, petits textes, mais sans projet défini. Je ne savais pas très bien quoi faire de tout ça, c'était juste une espèce d'envie. Et j'ai petit à petit, c'est pas exactement ça, pardon. Je vais reprendre. Il s'est trouvé que l'envie d'écrire a pris de plus en plus de place, c'est ça. Et toujours avec cette même préoccupation de comprendre un peu quelle était la place de cette langue, la langue maternelle dans ma vie, la préoccupation de maintenir un lien avec ma famille du Havre, mais aussi avec le Maroc, le pays d'origine de mes parents. Cette préoccupation-là est devenue vraiment, continuer en fait à grandir. Et aux alentours il y a 4 ans à peu près, quand je commence à approcher la quarantaine, je me suis dit que ça valait le coup d'aller un peu plus loin et d'essayer d'écrire quelque chose de long pour une fois. Et je me suis vraiment concentrée sur l'écriture du roman, et pour ça j'ai arrêté de travailler pendant 2 ans. J'ai suivi le master de création littéraire de Paris 8 à Saint-Denis, qui m'a donné un cadre pour avancer dans l'écriture, et Allô la place est née comme ça, voilà. Avant que vous passiez la parole, je suis étonné
je pensais que c'était parce que vous étiez toutes les deux dans des professions, parce que vous êtes avocat et journaliste, que vous êtes toutes les deux dans des professions de parole et d'écrit. Je pensais que l'envie d'écrire venait de là. Pour ce qui me concerne, c'est vrai que l'étude du droit et la pratique du droit, ça implique un rapport à l'écrit, à la langue qui est particulier. Mais je pense que ça a pas mal impacté ma manière d'aborder l'écriture. L'inconvénient, je ne sais pas si c'est un inconvénient, c'est que ça m'a pris énormément de temps et qu'il y avait peu de place pour l'écriture à côté. Mais j'ai réussi à m'arranger. Bonjour. Alors, un point commun avec Nacera, c'est qu'effectivement, moi aussi, je l'ai commencé de façon... Vous m'entendez bien? J'ai l'impression que ça fait un écho bizarre. Okay. Je l'ai commencé de façon morcelée, et après, qui est en l'occurrence après le 7 octobre et avec le début de la guerre à Gaza, j'ai tout arrêté et j'ai fini ce texte. Enfin, d'abord, j'ai rien fait pendant plusieurs mois, et puis après, j'ai fini ce texte. Moi, ça fait plus de 10 ans que le Moyen-Orient est dans ma vie. Ça fait 13 ans maintenant, un truc comme ça. Et en fait, je travaillais là-bas comme journaliste pour Radio France et pour le journal belge Le Soir. Et l'idée était prenait de plus en plus de place en moi, de raconter cet endroit du monde de façon différente de ce qu'on entend dans les médias. Ce que j'entends par là, c'est pas que mes collègues font du mauvais travail, je pense qu'ils font très bien leur travail, c'est juste une question sur la forme. C'est qu'en fait, l'actualité telle qu'elle est faite et dite aujourd'hui se concentre parfois sur des micro-événements dont la dynamique et le sens est peut-être accessible à des initiés, mais qui, pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas vraiment à cette région, reste un petit peu cryptique ou superficiel. Donc je voulais raconter cet endroit en parlant d'abord des gens et en parlant des histoires que moi-même j'avais découvertes sur cette région du monde. Et donc, j'ai fait ça un peu comme une bonne élève, c'est-à-dire j'ai pris un tableau Excel, j'ai fait ma trame narrative, j'ai écrit des petits chapitres, enfin voilà. Et ensuite, c'est passé le 7 octobre. Il faut que je précise ici d'où je parle, parce que je pense que quand on est journaliste, c'est une question intéressante. Moi, j'ai épousé quelqu'un qui est palestinien d'Israël. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui savent ce que c'est, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas. Donc, un habitant sur 5 en Israël est en fait descendant des Palestiniens restés dans les frontières d'Israël après 1948. Si vous avez survécu après cette phrase, vous survivrez au reste. Et donc, ça a été... on est en contact avec ça, avec les deux cultures. Maintenant, on a la chance d'habiter en France. Mais donc, cette date du 7 octobre et ensuite la guerre à Gaza a été vraiment très dure personnellement. L'écriture est devenue... avant, c'était en mode, ok, il faut que j'écrive ce truc. Et là, c'est devenu viscéral. Donc, il fallait que je finisse ce texte. Merci. Il y a quelque chose qui m'a vraiment fasciné dans vos deux livres, c'est votre art de commencer, la façon dont vous commencez le livre chacune, qui met tout de suite en jeu, je trouve, les thèmes de la langue et la perte, la langue et ses secrets. Enfin, par exemple, les deux romans s'ouvrent en fait sur deux belles questions. Marie commence sur un incipit qui est « Quand sommes-nous » Et quand sommes-nous, on l'entend comme quand, à quelle heure nous sommes, à quel moment nous sommes, mais aussi à quel moment sommes-nous nous-mêmes, quoi. Quel est notre moment. Et on se dit, ça pose tout de suite la question, en fait, un peu du temps et de l'histoire personnelle, du déroulement du temps dans le roman, etc. Et dans le roman de Nacera Tamer, elle commence par une très belle citation de Jacques Derrida, le philosophe, qui est « Le téléphone, c'est les fantômes ». Et les fantômes, finalement, c'est ce qui nous hante, et on se demande, mais finalement, à qui nous adressons-nous? Alors, cette question du langage, à moins que vous vouliez attaquer tout de suite là-dessus, on peut peut-être faire une petite lecture pour commencer, si vous voulez, de Marie. En fait, c'est
Le 9 octobre 2023 à 12h01, comme tous les lundis, une foule d'étudiants entre dans la bibliothèque du Centre Pompidou. Ce jour-là, une petite femme au chignon blanc trotte parmi eux. Elle demande un renseignement et accède au premier étage. Durant une semaine, elle lit la presse. Elle étale les titres sur une large table noire, à proximité des boxes de métal où se trouvent les journaux. Puis elle sollicite un documentaliste. Le jeune homme, serviable et patient, l'aide à effectuer ses recherches sur ordinateur. D'abord en lettres latines et ensuite grâce à des claviers en ligne, en hébreu et en arabe. Il l'ignore, mais il est désormais le seul à savoir qu'elle parle ces deux langues. Et alors ce premier chapitre est formidable parce que d'abord vous verrez qu'on le retrouve plus loin dans le roman, il y a un écho quelque part, et il nous intrigue tout de suite et on se demande pourquoi est-ce que c'est à ce point intriguant que cette femme parle les deux langues, pourquoi est-ce qu'elle s'en cache visiblement et quel est le secret que ça recouvre. Ça on verra tout à l'heure. Et oui, j'ai une petite question sur l'histoire des certitudes, sur le titre. C'est parce que justement, étant entre deux langues, étant dans une histoire qu'elle tient, dont on suppose qu'elle la tient secrète, comment les certitudes ne pourraient pas vaciller dès le début? Comment, je ne sais pas si la question. Comment les certitudes, en tout cas les certitudes des lecteurs et même des personnages, ne vacilleraient pas dès le début? Parce que quelqu'un qui a une identité très forte... Ah oui. Madame Simone est une dame qui a plus de 70 ans et qui, à un moment de sa vie, a été confrontée à un choix très difficile. Et elle répond à ce dilemme avec une certaine réponse. Et elle a la certitude que, en fait, c'est une réflexion peut-être un petit peu plus globale sur comment on peut naviguer entre une identité collective et une identité personnelle. C'est-à-dire qu'en fait, Madame Simone, elle est d'origine juive marocaine. C'est une dame qui vit en France, à Paris, et qui va faire une colocation dans une forme un peu saugrenue avec une jeune fille qui s'appelle Anna. Et en fait, c'est une femme qui est née dans une famille juive marocaine qui a émigré en Israël dans les années 50. Et en fait, c'est une identité que peut-être elle aurait souhaité ne pas avoir. Et donc, une partie de sa vie est dédiée à... d'abord, elle se fait piéger, entre guillemets, par cette identité, et une partie de sa vie est dédiée à essayer de nier d'où elle vient. Elle se fait rattraper par ce choix. Et en fait, c'était la question de OK, on est israélien, OK, on est palestinien. Oui, ce sont des termes qui veulent dire quelque chose, mais néanmoins, je pense qu'il y a un droit fondamental à la subjectivité dont cette femme veut s'emparer. Et le titre fait écho à plusieurs certitudes. Elle fait écho aux certitudes des différents personnages du livre. Pardon, je suis désolée pour les pop. Les personnages principaux, mais aussi les personnages secondaires. Et elle fait surtout écho, je pense, à mes propres certitudes, celles que j'avais en arrivant là-bas. Moi, je suis arrivée là-bas pour travailler un petit peu par hasard. J'avais fait mes devoirs, entre guillemets, c'est-à-dire que j'avais lu des cartes, étudié des livres, parlé avec des gens. Et en fait, rien ne prépare au réel, au sens où, en fait, le réel n'est pas aussi bien rangé que les livres. Et donc, j'ai été un petit peu secouée par le... Ça ne veut pas dire que ce qu'on en dit n'est pas vrai. Ça veut juste dire qu'en fait, l'État d'Israël, tout comme nous le faisons nous en tant qu'individus, comme les États le font, se narre, c'est-à-dire construit sa propre narration. Donc il y a l'histoire officielle avec un grand H, et ensuite il y a les histoires avec des petits H et des petits S qui sont multiples et qui sont incarnés. Et c'est ça qui est un petit peu secouant, c'est qu'en fait c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus morcelé, et quand on dit complexe, ça ne veut pas dire remettre en question les rapports de force tels qu'ils sont actuellement, ça veut juste dire qu'en fait les gens sont remplis de paradoxes. Donc c'est ça que j'ai essayé de faire vivre aussi. D'accord. Allô, la place, le propos est d'abord le titre nous intrigue, vous l'expliquerez peut-être tout de suite. Et en fait, le livre s'ouvre sur une fiche d'inscription. La narratrice s'inscrit sur une plateforme ou un site où elle cherche
quelqu'un pour parler, pour exercer sa langue maternelle qu'elle a peur de perdre. Alors pourquoi est-ce qu'elle a peur de perdre cette langue? Pourquoi est-ce que c'est si important? Et qu'est-ce que représente ce titre « Allô la place ». D'accord. Alors sur déjà la question de la langue, c'est une crainte qui est partagée largement, notamment par les enfants d'immigrés arabophones, donc du Maghreb, essentiellement en France. Mais c'est aussi plus large que ça. C'est lorsqu'on est en France, qu'on grandit en France et qu'on a ses parents qui parlent arabe, on n'est pas forcément encouragé à pratiquer l'arabe, à connaître cette langue. C'est une langue qui en France a un statut qui souffre de préjugés. Et donc, moi, j'ai fait partie de cette génération où mes parents parlaient arabe à la maison. Moi, je comprenais ce qu'ils disaient, mais je leur répondais souvent en français. À l'école, la langue de la maison n'existe pas, ça reste à la maison. On a un peu honte quand on a nos parents qui ne parlent pas bien français. Donc l'arabe, pendant longtemps, c'est quelque chose que je tiens à distance. Et pour autant, ça fait partie de moi. C'est la langue dans laquelle j'ai quand même grandi. Donc mon rapport au monde, aux choses, mes relations, elles ont été marquées par cette culture-là, par cette langue-là. Donc c'est en voie de disparition. Je m'interroge en fait sur ça. Est-ce qu'on perd une langue et comment la retrouver? Et donc j'ai démarré le texte par la découverte d'une application qui s'appelle Tandem. J'étais très enthousiaste quand j'ai découvert cette application. Il y en a d'autres maintenant où on peut trouver un interlocuteur dans la langue de son choix et entamer une conversation comme ça pour pratiquer la langue. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée sur une personne avec qui on a construit un lien assez fort finalement. Et donc moi je suis à Paris, elle est à Casablanca, elle est un petit peu plus jeune que moi, et on parle de tout, de rien. Et en parlant de tout, de rien, en fait on évoque des choses assez profondes, assez fortes sur qui j'aurais été moi, Nacera, si j'étais née, si j'avais grandi au Maroc. Elle me parle, elle, de son rapport à son pays, à l'Occident. Enfin, il y a tout un tas de problématiques qui, comme ça, émergent au fil des conversations. Oui, et en fait, ce titre « Allô la place » vient du nom d'un magasin des shops et qui est, là encore, assez marqué dans le temps, puisque c'est un peu... avant, les téléphones, aujourd'hui, peut-être tout le monde a son téléphone. On peut en dire un mot parce que... Oui, pour bien comprendre, donc il y a ce fil narratif de cette recherche de proximité avec la langue parentale, la langue maternelle. Et il y a un deuxième fil narratif qui est autour de la communication téléphonique. C'est-à-dire que pour la narratrice, c'est en téléphonant à ses parents qu'elle peut retrouver un peu ce qui ne fait plus partie de son quotidien. Et il y a toute une époque où, pour les personnes vivant en France, dans les grandes villes, le seul moyen pour communiquer avec ses proches restés au pays d'origine, c'était d'aller dans des boutiques qu'on appelait les taxiphones. Et donc moi, j'ai développé toute une fascination pour ces lieux, parce que c'est ce lieu qui incarne un peu la possibilité de maintenir des liens, de renouer avec quelque chose qu'on a perdu. Et donc, je suis comme ça, des espèces de déambulations dans la ville, et je m'interroge sur qu'est-ce qui se passe quand on est au téléphone avec sa maman, qu'est-ce qui se passe quand on est au téléphone et qu'on ne trouve pas les mots, ou l'appel est en absence. Enfin, on a toutes ces préoccupations-là. C'est pour ça qu'il y a cette phrase de Jacques Derrida, le téléphone c'est les fantômes. En fait, c'est tout ce qui est absent et pour autant très présent, parce que il suffit de prendre son téléphone pour être proche, même si on est loin. Voilà.
Allô la place, c'est une de ces boutiques qui est près de chez moi. Et j'aimais bien ce nom, Allô la place. Et d'ailleurs, il y a des enseignes et des publicités, disons, qui sont reproduites dans le livre, et notamment, alors, un de ces magasins propose de débloquer et réparer. Débloquer et réparer, finalement, c'est un peu la situation du personnage aussi, qui lui aussi, comme un téléphone aurait besoin d'être débloqué sur quelque chose. Oui, je disais juste un petit mot là-dessus. C'est vrai que j'ai essayé d'exploiter aussi cet aspect de paysage urbain, enfin, je ne sais pas comment dire, la morphologie de nos rues. Alors je sais pas, je connais pas bien le centre-ville d'Argenteuil. J'y allais il y a longtemps parce que je vivais à Colombes, c'était pas très loin. J'allais au marché d'Argenteuil. Et vous voyez ces magasins, vous voyez Elika Mobile, les Barras, réparation, déblocage, parce qu'on peut y aller pour débloquer son smartphone. Les slogans vivre mobile, le monde entier pour moins cher, tout ça en fait j'ai voulu exploiter tout ce que, sans vouloir être trop faire une enquête, aller parler aux gens, juste en fait ce que ça raconte, c'est simplement en traversant un quartier populaire de la région parisienne, Paris ou d'autres grandes villes, on a déjà toute une histoire qui se raconte, l'histoire de populations immigrées qui ont des besoins spécifiques, qui sont très maltraités dans ce pays. Ça raconte nos rapports aux objets. Et tous ces magasins, tout ce qu'on y entend, toutes les différentes langues, vous dites très bien, c'est comme une babelle des langues où on se demande toujours, mais qui parle quoi et pour dire quoi. Alors peut-être, est-ce qu'on pourrait lire simplement un petit passage de votre livre dont j'attire l'attention sur la beauté de cette prose vraiment qui est formidable. J'ai arrêté de les appeler parce que mon petit monde des nostalgies se couche précisément dans leur voix. Un nodule agrippé à leurs cordes vocales. Un timbre si familier recouvrant tout ce qui avait été perdu, tout ce que j'avais perdu, tout ce qu'ils avaient perdu. Je voulais continuer à entendre ce petit monde dans ce qu'il avait perdu. Avoir quitté ce monde ne l'avait pas réduit au silence. Il inondait encore et tempêtait à mes oreilles. Et le silence, la distance, rendait ce petit monde d'autant plus bruyant, assourdissant. Je ne savais pas ce qui m'effrayait le plus, l'entendre si nettement ou finir par ne plus l'entendre. C'était pour l'entendre à jamais en moi que je n'appelais plus, que je ne répondais plus. Un pacte avec la perte. Avec la perte, très beau. Et je dois dire, vous ne l'avez pas souligné encore tout à l'heure, mais qu'il y a tout un jeu dans ce livre, toujours sur la mère, enfin l'amertume, la mère maternelle, la mère évidemment méditerranée par exemple, et le personnage avec lequel vous parlez, enfin qui est à Casablanca et qui s'appelle Mère. J'ai pas fait exprès, c'est vraiment l'écriture qui fait ça. C'est bien tombé. Pour en revenir au roman de Marie Semelin, on parlait tout à l'heure donc de Madame Simone et de sa colocataire Anna. Et il se passe quelque chose d'inattendu à un moment, puisque tout à trac, Simone lui dit je voudrais être enterrée à Jérusalem. On se demande pourquoi. Et quand Madame Simone en vient à mourir, il se passe une scène et là, Anna commet un oubli. Anna va choisir de ne pas respecter sa dernière volonté. Bon, on est tous d'accord, c'est très mal. Mais c'est d'abord un geste d'amour. En fait, parce que moi j'aime bien les livres où il se passe des trucs, donc j'ai essayé de faire un livre où il se passe des trucs, et donc au début du livre, cette dame lui dit, elles sont devenues très proches parce que ça fait 4 ans qu'elles vivent en colocation, donc Anna lui fait son ménage à l'eau de Javel et lui cuit ses saucisses à l'ail, et donc dans l'interstice de leur quotidien, elles deviennent proches, et un jour, un peu sorti de nulle part, Madame Simone lui dit ne cherche pas à comprendre, quand je décède, je voudrais que tu m'enterres à Jérusalem. Et en fait, donc nous sommes après le 7 octobre,
Anna va penser, je ne sais pas si c'est parce qu'elle est jeune et qu'elle pense qu'elle comprend tout ou si c'est sa personnalité, je vous laisse juge, mais en tout cas elle va se dire, elle se fait un petit délire mystique. On est après le 7 octobre, elle veut retrouver ses racines, moi je pense qu'elle n'a aucun lien avec cet endroit, elle m'en a jamais parlé, et donc le jour où elle décède, elle va se dire, mais moi je l'aime donc je vais la garder près de moi, évidemment. C'est là où on veut que les gens, on veut que restent les gens qu'on aime. Elle va se faire rattraper par son mensonge. Et en fait, ce mensonge originel, c'est un peu le début de... En fait, l'histoire de ce livre, c'est l'histoire d'une quête. C'est pourquoi Madame Simone veut se faire enterrer à Jérusalem. Et donc Anna, elle remonte le fil de cette interrogation. Ça l'amène d'abord à... Bon, d'abord, elle commence à Paris, ensuite à Tel Aviv, Jaffa, à Jérusalem et dans les territoires palestiniens ensuite. Elle remonte et elle découvre en fait l'histoire de son ami, qui a choisi de taire une partie très importante de sa vie. Et en fait, en découvrant l'histoire de son ami, elle découvre l'histoire d'une terre. En fait, ce qui m'intéressait, c'était, je parlais tout à l'heure de le raconter à travers les gens, de le faire de façon incarnée, c'est qu'en fait, il se passe un truc très bizarre dans cet endroit, c'est que quand on est étranger, étrangère, comme moi je l'étais journaliste, en fait, on a accès à des endroits auxquels les gens eux-mêmes ne peuvent pas aller. Donc moi, je prends ma voiture, j'habite à Jaffa, je vais à Hébron dans les territoires palestiniens, je passe par une colonie pour faire un reportage, je rentre tranquillement chez moi. Ces gens que j'ai vus en 4 heures de ma journée ne se rencontreront jamais. Et donc, je voulais faire dans cet espace livre, physique, un espace dans lequel des bulles narratives qui d'habitude ne se rencontrent pas, se rencontrent. Et la personne qui incarne ça, c'est Madame Simone. Donc pour en parler plus en détail, si je peux juste parler de la photo. Ok, très bien. Donc dans cette histoire, j'ai une tendance à l'éparpillement, donc n'hésitez pas à me recadrer. Merci. Dans cette histoire, il y a notamment l'histoire de comment vivaient les juifs orientaux. Moi je les appelle orientaux, pas séfarades, c'est un abus de langage, on va pas s'étaler, c'est voilà. Mais bref, donc juifs orientaux du Maghreb, mais aussi Yémen, Irak, etc. Comment vivaient-ils dans les années 50 ? J'ai découvert ça. C'est l'histoire de Madame Simone. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, petit point historique, après 1948, donc après la Nakba, il y a un quartier dont je parle dans le livre qui s'appelle Mousrara, qui est collé à la vieille ville de Jérusalem, qui pendant des années est abandonné, parce que les habitants palestiniens ont été forcés de partir. Les maisons restent vides, et en fait à l'époque c'est un quartier dangereux parce que, je l'ai aussi appris, entre 1948 et 1967 il y avait un mur à Jérusalem avec d'un côté le quartier juif et d'un côté le quartier arabe. Et donc en fait le projet politique sioniste, comme nous le savons, est un projet européen, donc est un projet ashkénaze. Ben Gurion, entre autres personnes, a décidé que pour des raisons stratégiques il fallait amener des nouvelles personnes, des nouveaux juifs sur cette terre pour être juste plus importants en nombre. Et donc ils ont fait venir des juifs des pays arabes, dont, alors Maroc dans les années 50 c'est vraiment le tout début de cette vague migratoire, après la guerre des 6 jours ça s'est accéléré, mais c'était vraiment le tout début, donc c'est des gens qui étaient assez religieux et qui venaient pour des raisons un peu messianiques en fait, qui étaient très très croyants, et qui débarquent et qui vivent en fait, et qui se font installer pour les plus chanceux dans des maisons à Jérusalem où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, qui sont donc d'anciens domiciles de familles palestiniennes. Ils sont 8 par pièce, donc une famille par pièce. Il n'y a quasiment pas d'école et ils sont très méprisés par les gens qui construisent et qui dirigent le pays. Donc c'est l'histoire de la famille de Madame Simone. Et un jour, elle a une interaction avec un petit garçon qui lui cherche une photo. En fait, il y a un petit garçon qui essaye de récupérer la photo de famille qui a été laissée sur un mur dans la maison qu'ils ont été forcés de fuir. Pour écrire ce texte, j'ai travaillé avec pas mal de documents universitaires, des témoignages, etc. Et en fait, c'était quelque chose d'assez courant que des gens aient laissé des objets et essayent de les récupérer à un moment ou à un autre. Et donc ça m'intéressait aussi, je vais finir là-dessus, de travailler sur cet espace du no man's land. Ça c'est la différence entre la théorie et la pratique, c'est-à-dire qu'on se dit, ok, entre le quartier juif et le quartier arabe, il y a un no man's land. Moi je m'imagine un espace hermétique avec des snipers, vous voyez, ambiance mur de Berlin. Et en fait,
dans les années 50, c'était pas exactement comme ça, c'était assez poreux. Et donc ça m'intéressait aussi de travailler sur cet espace où en fait il y avait des circulations, que ce soit des enfants qui jouent au ballon avec une balle qui se perd ou que ce soit des trafics. Pardon si j'étais un peu longue. Non, pas du tout, mais parce que je pensais à autre chose, c'est que il faut préciser que quand elle arrive, parce que donc elle va pour essayer de retrouver d'abord la tombe de Madame Simone, et aussi parce qu'on l'a appelée, parce que soi-disant elle hériterait d'un appartement, bref. Mais quand elle débarque là-bas à l'aéroport de Tel Aviv, elle ne sait rien du tout, quoi. Ça me fait plaisir que vous riez parce que ça n'est pas un livre triste. Enfin, ça n'est pas que un livre triste. C'est les aventures à la douane et tout ça, on a l'impression de quelqu'un qui. Oui, alors. Oui, alors c'est ça qui était bon. Moi, j'avais un peu besoin d'une Candide avec laquelle on puisse avancer parce que comme c'est un endroit, en fait, j'avais un objectif avec ce texte. Un objectif, ça fait bizarre, c'est de la post-rationalisation, hein, mais je voulais que des gens qui ne connaissent rien à cet endroit ou qui ne s'y intéressent pas puissent rentrer dans l'histoire. S'ils en sortent avec quelques connaissances nouvelles, très bien. S'ils veulent tout oublier, c'est pas grave. Et donc j'ai cette Candide qui débarque et donc à l'aéroport, effectivement, la nana lui dit vous êtes allé au Liban? En fait, elle lui répond, mais en fait, pour moi, le Liban, c'est juste un endroit avec des Arabes et des palmiers, quoi. Donc, je fais pas la différence entre le Liban et Israël, et je savais même pas qu'il y avait eu une guerre. Et donc, en fait, c'est ce personnage qui est un petit peu candide, qui met un peu parfois les pieds dans le plat, qui va apprendre sur cette région et apprendre sur elle-même, parce qu'en fait, le trajet du livre, c'est Anna qui est quelqu'un d'assez égocentrique, un peu qui se noie dans ses petits problèmes, qui en fait s'ouvre au monde, s'ouvre à l'autre à majuscule, en même temps qu'elle décortique comme un gros oignon l'histoire de son ami. C'est ça. On y reviendra tout à l'heure, mais alors j'ai quelques questions à vous poser sur la nouvelle, notamment autour de ce personnage de mère avec laquelle elle parle. De tout. D'ailleurs, mère elle-même lui parle sur du temps qui est volé, sur un temps qui est un peu clandestin par rapport à sa vie, à son travail, à son mari, etc. Et toute cette conversation, c'est aussi un moyen, un art de se replonger dans sa mémoire familiale, de comprendre certaines choses et de, par exemple, nous évoquer l'arrivée de son père en 1968 en France. Et il y a d'ailleurs quelque chose de très beau, que vous vouliez expliquer vous-même, c'est l'histoire des cassettes audio que les gens s'envoyaient. Oui, effectivement, la narratrice, donc là c'est autobiographique, parle de manière régulière avec une femme qui s'appelle Mère, donc c'est le diminutif de Myriam, c'était son pseudonyme sur l'application Tandem. Et ces conversations permettent à la narration d'avancer, parce qu'on découvre petit à petit un peu plus de la narratrice, un peu plus de cette femme à Casablanca, et en particulier, oui, le rapport à l'immigration. Comme beaucoup de familles, ma famille a assez peu de récits sur ce qui s'est passé. J'ai vraiment des bribes, notamment sur les conditions d'arrivée en France. Voilà, de toute manière, c'est assez général. Dans les milieux populaires, on a quand même peu de traces du récit familial. On garde peu de choses, on a peu de photos, peu de récits. Et donc, j'essaye, avec le peu que j'ai, quand même de constituer un peu ce qui a pu se produire. Et essayer d'imaginer aussi les conditions. Et il y a un fait que j'ai découvert, c'était que donc dans les années 50, les années 60, les personnes qui émigraient en France, donc souvent pour travailler comme ouvriers, envoyaient des cassettes audio à leur famille restée au pays pour donner des nouvelles. Et la famille restée au pays envoyait la cassette avec un petit mot, et je trouvais ça très beau comme système D. Donc j'évoque ça. Et après, au fil du récit, il y a
peut-être pas tout spoiler, comme on dit, mais cette femme qui est à Casablanca, elle-même réfléchit à partir du Maroc. Voilà, la vie au Maroc est difficile. Voilà, il y a il y a des conditions de vie qui sont pas évidentes, alors même qu'elle est diplômée, qu'elle a un travail, elle a 2 enfants en bas âge, donc elle réfléchit à partir. Et du coup, moi, ça me relance aussi dans la narration, parce que je me dis, bah voilà, en fait, elle, aujourd'hui, elle va partir. Ma mère, il y a maintenant 60 ans, oh là là. Non, 50, allez. 50 ans, elle-même a fait ce chemin-là de partir de Casablanca pour venir en France, et je me dis voilà, cette histoire continue en fait. C'est ça la France, c'est un tissu qui est fait de personnes qui viennent d'ailleurs, et ça n'est pas un problème en soi. Donc voilà, je raconte un peu ça. Et il y a d'ailleurs tout à l'heure je disais que vous aviez des préoccupations communes. Chez vous, elles sont souvent plutôt suggérées que. Du roman de Marie, mais chez vous c'est assez suggéré. Par exemple, au tout début du livre, une des premières choses qui est dite, c'est le mot de Gaza, par exemple, des territoires occupés. Et là, une chose qui est très frappante, c'est que dans ces conversations qu'elle a avec Mère, il y a certaines paroles qui ne sont pas possibles. Et notamment, quand elle lui dit « je ne fais pas le ramadan », pour elle c'est une chose inaudible. Et elle n'arrive pas à parler non plus, par exemple, du Proche-Orient, de la Palestine, par exemple. Oui, il y a beaucoup de pudeur. Alors ça, c'est quelque chose qui est aussi, je pense, assez propre à la culture orientale, maghrébine, où les notions de transparence, de visibilité, sont appréhendées de manière assez différente par rapport à la culture occidentale. Et donc on peut... on va négocier avec la réalité, mais sans forcément exprimer, être explicite. Et bon, il y a cette idée du silence qui est maintenue sur certains sujets, notamment par exemple la narratrice n'évoque pas certaines choses avec sa famille, et c'est donc avec Myriam qu'elle va pouvoir les énoncer. Donc ça c'est un point. Et par rapport au fait que c'est un récit qui s'écoule sur à peu près 2 ans, le temps de son écriture, et je me sers de ce qui se passe pendant ces 2 années. Et ce qui se passe pendant ces 2 années, c'est ce qu'a évoqué Marie, c'est quand même le génocide à Gaza, et c'est raconter la trajectoire de la narratrice, car en fait, quand on est... je vais faire ma phrase, ne vous inquiétez pas. Quand on est à distance, peut-être. Non, ce que je veux dire, c'est que la littérature, elle n'est pas à côté de ce qui se passe. C'est-à-dire que la narratrice vit à Place d'Italie. Place d'Italie, c'est un lieu où il y a beaucoup de manifestations. Et donc voilà, quand je parle de Allô la place, c'est aussi le lieu où on se retrouve ensemble pour protester. Et j'évoque ces sujets-là, en fait, le fait d'être traversé en fait par... cette place-là, c'est une question individuelle, mais c'est aussi une question collective. D'ailleurs, au début, quand elle s'inscrit sur son application, elle s'aperçoit qu'elle est délocalisée, c'est-à-dire que l'application lui dit qu'elle est, je ne sais pas où, alors qu'elle est à la place d'Italie. Et en fait, on se dit, mais voilà, quoi, dans la vie, c'est comme ça, on n'est jamais à l'endroit où on croit être, quoi, en fait. Enfin, où on croit qu'on est. Mais l'écriture m'a apporté ça, une forme d'apaisement par rapport à la question de quelle est ma place, où est ma place. C'est-à-dire que effectivement, je fais partie des personnes pour qui c'est difficile de se sentir d'un milieu, d'un groupe, d'un endroit. Et est-ce que c'est si grave? Pas tant que ça. C'est inconfortable, ça provoque de la solitude, de l'incompréhension, mais avec l'écriture, j'ai quand même senti qu'il y a cette idée de créer sa place, d'inventer son endroit, et d'être à la fois d'un milieu populaire, mais d'évoluer dans un milieu différent, voilà, d'appartenir à plusieurs choses. Merci.
il y a quelque chose à propos, on parlait des actualités tout à l'heure, d'ailleurs à un moment le personnage d'Anna, donc la narratrice, quand elle arrive, elle télécharge tout un tas de news pour savoir à peu près ce qui se passe. Alors là, elle a le défilé de ce qu'on entend en fait tous les jours, les gros titres des informations, mais qui finalement nous apprennent pas grand-chose en profondeur, quoi. Et ce qui la frappe beaucoup quand elle se promène dans les rues, c'est non seulement la beauté de certains paysages, de la mer, de Jaffa, de Jérusalem, mais surtout l'anormalité de la normalité. C'est-à-dire, on est en pleine guerre, et pourtant, des gens se promènent dans la rue, apparemment comme si de rien n'était. J'y étais encore il y a un mois et c'est... Je sais même pas comment vous décrire ça. En fait, c'est ça qui s'est passé dans l'écriture. C'est que, comme je le disais, c'est passé le 7 octobre. Et en fait, quand ça s'est passé, je me suis dit, entre autres 1000 choses, que je n'avais plus de texte parce que c'était pour moi inimaginable d'écrire même si c'est un roman, moi mon ADN c'est le réel, alors je sais qu'on est dans l'ère de la post-vérité, il y a quand même des choses qui sont vraies, donc mon ADN c'est le réel et le factuel, et donc c'était impossible pour moi de faire un roman dans lequel cet événement ne s'était pas produit. Parce qu'en fait c'est un bouleversement des plaques tectoniques, voilà. Donc complètement paralysée par cette chose, on va voir la famille en février 2024 et quand je peux... Alors j'avais ce truc très bizarre de vouloir absolument y aller parce que j'avais besoin de saisir à quoi ça ressemblait physiquement. Comment sont les gens, comment ils bougent, quelles sont les conversations, qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est fermé. C'est très étrange comme sentiment, mais parce que j'avais l'impression que la réalité m'échappait tellement que j'arrivais plus à la saisir. Et donc quand on arrive enfin à y aller, parce qu'il n'y avait plus de vol et tout ça, je me suis dit, ok, en fait le temps de ma nouvelle narration, ça va être février 2024. Et donc j'ai revu le texte, en intégrant cet événement, à l'origine c'était un autre déclencheur. Et là le déclencheur, en fait c'est un concept... il y a un concept kabbalistique, attention on part dans une autre dimension, il y a un concept kabbalistique qui s'appelle Tikkun Olam. Et Madame Simone, qui est d'une famille religieuse, se dit, dans son parcours, après le 7 octobre et la guerre, etc., se dit, moi, je vais faire Tikkun Olam. Tikkun Olam, c'est la notion de réparer le monde. En fait, c'est la responsabilité collective, mais aussi individuelle, à sa propre échelle, de participer un tout petit peu à quelque chose de meilleur. Je trouve que c'est un concept qui est très beau. Et donc, elle... dans cette quête, et la raison pour laquelle elle va à la bibliothèque Pompidou au début du livre, en fait, c'est ça qu'elle commence au début. Elle ne sait pas forcément que c'est ça le processus qu'elle est en train d'enclencher. Pardon, je m'égare un petit peu, mais donc je reviens sur cette guerre qui ne se voit pas. En fait, quand j'étais journaliste là-bas avant cette date, on disait, parfois de façon un peu ironique, c'est un conflit 3 étoiles. Parce qu'il y a très peu de guerres dans le monde, pardon, c'est une formule volontairement provocante, mais il y a très peu d'endroits dans le monde qui sont en guerre, avec des territoires sous occupation militaire, où en fait on peut faire son petit reportage et puis ensuite rentrer chez soi, boire un bubble tea et puis continuer sa vie, quoi. Ça a cette spécificité, et quand on y était, en fait, je veux dire, on dit la guerre, mais en fait c'était la guerre qui était sur Gaza, donc dans le territoire en Israël. Les aspects physiques de cette guerre, c'est les photos d'otages partout, les soldats, alors il y en a encore, ils ont enlevé toute l'image des otages, mais il y a encore des stickers avec des soldats morts au combat, donc avec les chars, les tanks, les mitrailleuses et tout ça, qui sont dans les métros, qui sont dans les affiches dans la rue, qui sont dans les bars, il y a des pots pour cotiser pour la cagnotte de machin qui a perdu sa jambe, enfin bref. Donc en fait c'est partout, mais en même temps c'est insaisissable. Et il faut parler aux gens pour s'en rendre compte. Et c'est des choses que les gens portent en eux de manière tellement profonde que, comment dire, l'autre, un majuscule, les souffrances en fait sont tombées tellement profondes d'un côté comme de l'autre, qu'en fait
le récit de l'autre ne peut plus exister. Parce qu'en fait, on est tellement aveuglé et noyé par ces vagues de sentiments et d'émotions que le reste n'existe plus. Bon, alors, tant qu'on en est sur ce sujet, je reviens à vous tout de suite après. Mais il y a un personnage très important qu'elle rencontre, c'est Noam. Oui. Noam, c'est un soldat dont le corps même va être le lieu d'un grand conflit et d'un rejet extrêmement violent de ses combats, enfin des combats qu'il est obligé de faire. Alors, si vous voulez, ce qui m'intéressait, c'était, quand je dis de raconter cet endroit différemment, on connaît tous la figure enfin on connaît tous, les gens qui s'intéressent connaissent la figure du réfugié palestinien, la figure du soldat israélien. Moi, je voulais absolument que mes personnages ne soient pas des stéréotypes et que malgré leur paradoxe, leur monstruosité parfois, ils soient humains. Parce que, c'est un pacte avec moi-même, je pense, si je nie l'humanité de l'autre, c'est la mienne que je perds en fait. Donc je ne suis pas prête à passer cette limite. Et donc je voulais un personnage qui s'appelle Marwan, qui est un peintre palestinien, sur lequel je reviendrai brièvement. Donc Noam, c'est un type qui a une trentaine d'années. Lui, ce qu'il aime dans la vie, c'est le rock des années 2000 et la botanique, parce que chacun son truc. Et comme il est israélien, et ben en fait il est aussi réserviste. Et comme il y a une guerre à Gaza, et ben il va dans son tank et il va faire la guerre. Parce qu'en fait, c'est le tissu collectif dans lequel il est pris. Et en fait, bah lui, c'est un bon garçon, et en fait, on lui dit bah, tu dois faire ça parce que c'est bien pour ton pays. Et donc, il se dit bah, si c'est bien pour mon pays, c'est ça que je dois faire. Bon, ça va briser sa vie, d'une certaine manière. Mais j'avais besoin, peut-être moi personnellement, pour comprendre certaines choses, de me dire mais comment c'est dans la tête de cette personne-là. Et il y a un autre personnage qui s'appelle Marwan, qui arrive à la fin du livre, qui est un personnage donc qui est palestinien, qui habite à Ramallah, donc sous un territoire sous occupation militaire israélienne, qui en fait ne peut plus sortir de chez lui parce que c'était déjà le cas avant, mais depuis 7 octobre, les gens ne peuvent plus se déplacer, la vie est devenue un enfer, enfin c'est horrible. Et donc en fait, il décide, parce qu'il en a les moyens financiers, de ne plus jamais sortir de chez lui. Il dit, si vous voulez venir me voir, bah, vous venez me voir. Moi, je ne bouge pas. C'est sa manière à lui, c'est sa certitude, c'est son pacte pour tolérer cette réalité. En fait, il veut nier son identité. Il aurait préféré sûrement être bulgare ou je sais pas quoi, bolivien. Et ben en fait, il est palestinien, pas de chance pour lui. Et dans l'histoire, évidemment, cette conviction qu'il a sur la façon dont il peut mener sa vie va être remise en question. Et c'était aussi une volonté de mettre de la beauté dans un territoire qui est métallique, qui est dur, dont on parle tout le temps en des termes vraiment, je veux dire, c'est atroce, quoi. Je voulais qu'il soit peintre, parce que oui, il y en a, et ça mettait un peu de beau, quoi. Oui. Je ne voudrais pas qu'on ait l'impression que ces deux livres sont tout le temps dans le ton très sérieux et ne brassent que des questions très importantes. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi beaucoup de passages où il y a par exemple des scènes d'amour dans le vôtre, ou aussi des passages très drôles à lire, très amusants. Et est-ce que vous voudriez bien faire une lecture qu'on peut commenter après du moment où la narratrice a des problèmes avec sa boxe? J'ai lu ça, j'ai eu l'impression de lire. J'avais entendu beaucoup d'histoires, je le sais, ces opérateurs peuvent vous broyer tout en susurrant à l'oreille « on est fait pour être ensemble ». Seulement j'ai paniqué. Depuis plusieurs mois, je recevais régulièrement un mail m'invitant à remplacer en urgence ma box devenue obsolète, sans quoi, à compter du 17 novembre, je n'aurais plus accès à Internet, serais coupée du monde et petit à petit finirais seule. J'ai d'abord cru à un spam. Je me suis ensuite dit que j'avais tout le temps, puis si je ne m'ouvrais pas, qu'il finirait par m'oublier. Ma phobie administrative aidant, j'ai tenu bon, mais quelques jours avant la date fatidique,
J'appelle le service client joignable au 1064 du lundi au samedi de 8h à 20h, appel facturé selon tarif de l'opérateur. La dame de la radio FIP, qui est aussi la dame de la SNCF, me répond. La voix douce me parle longtemps. Pour répondre à ces questions, je prononce des mots, appuie sur des touches, me trompe, recommence. Je nourris des envies de meurtre. Enfin, quelqu'un prend mon appel, me pose encore des questions, m'identifie sur une base de données et demande si je ne voudrais pas souscrire au tout nouveau bouquet exclusif. Je raccroche et reçois dans la seconde plusieurs SMS. J'ai 24 heures pour aller dans la boutique la plus proche, me lis de la box et fil de raccordement, son carton d'emballage. Je fouille longtemps partout, cave comprise, avant de réaliser que je cherche un carton d'emballage pour une entreprise qui brasse des milliards de plus-value grâce à l'exploitation sanglante des sous-sols africains. Alors, je me rends à la boutique avec la box et fil de raccordement, mais sans carton, longue file d'attente. La vendeuse, que j'identifie comme nord-africaine, me parle dans une langue obscure où il est question de modem, de port WAN et de terminaison optique. Bon, d'abord, c'est très amusant, on a tous un peu vécu ça. Et surtout, ce passage, me semble-t-il, met le doigt sur quelque chose, sur le fait que ces histoires de communication, de téléphone, de langage, etc., sont soumis à des technologies qui sont manipulées, disons, par ceux que vous appelez dans le livre les petits génies de la Silicon Valley. Et derrière tout ça, il y a quand même l'exploitation, par exemple, des mines au Congo, etc. Oui, je me suis pris au jeu. En fait, le téléphone a commencé à prendre de l'importance dans le récit et je me suis pris au jeu de voir cet objet de manière très matérielle, très concrète et sur le plan technologique, sur le plan économique et sur en fait le modèle de société que ça crée, parce que vous savez qu'on est complètement dépendant de ces technologies, que ces entreprises de télécommunications ont pris un pouvoir démentiel. Ça pose des questions en termes de démocratie, ça pose des questions en termes d'exploitation des ressources naturelles, d'exploitation d'êtres humains. Donc voilà, j'ai vraiment ce petit objet-là anodin. En fait, il suffit de se pencher un peu dessus et de se rendre compte que c'est loin d'être anodin. Il y a un projet idéologique c'est assez fascinant aussi quand même, cette technologie, cette rapidité avec laquelle on peut accéder à tellement d'informations. Enfin, c'est complètement vertigineux et je m'interroge, voilà, qu'est-ce que ça nous apporte en fait? Est-ce que ça nous permet de savoir quoi se dire quand on se parle? Est-ce que ça nous permet de rester en lien avec ses proches? Qu'est-ce qui va arriver après? Voilà, c'est un peu cette réflexion sur cet outil, qui n'est pas qu'un outil en fait. Elle a une autre caractéristique, cette narratrice, c'est qu'elle se sent un peu, en quelque sorte, un peu traître à sa classe, parce que c'est une bourgeoise, de par sa profession, qui déteste la bourgeoisie. Elle est née en France, mais elle se sent immigrée, et à un moment, il y a une histoire de perte de livret de famille aussi, et elle se dit, je suis une Française de papier. Oui, ça c'est... je pense que être né de parents maghrébins en France, on est traversé par des discours, en fait, et qui avaient cours il y a 40-50 ans, qui ont encore cours, dans lesquels, dans ces discours, eh bien, on reste, je sais pas comment le formuler, en fait, je sais même pas comment formuler ça. C'est-à-dire que, par exemple, on a cette expression, je vous donne un exemple. On parle c'est un Marocain ou un immigré de première génération, deuxième génération, troisième génération. En fait, qu'est-ce que ça signifie? Jusqu'à combien de générations on est simplement français? En fait, ça n'a pas de sens. Voilà, moi je suis née en France, mais j'ai quand même dû faire la démarche de demander la nationalité française, parce que voilà, il
il y a cette crispation en fait sur l'immigration dans ce pays. Et donc, forcément, c'est partie intégrante du récit parce que c'est bon, la narratrice s'en sort bien, mais ça met en jeu la vie de plein de gens, la vie d'enfants, la vie d'hommes, de femmes, qui, du fait de ces politiques-là, en fait, n'ont pas accès à simplement une vie digne, et c'est simplement une préoccupation qu'on doit avoir. Je signale aussi, parce que bon, peut-être qu'on n'a pas le temps d'en parler en détail, mais il y a une très belle scène vers la fin, qui est au moment où il fait sa prestation de serment, où il y a ses parents qui viennent, et où il y a tout un jeu sur la robe, parce que la prestation de serment, c'est le moment où on revêt la robe d'avocat. J'avais pas fait le lien entre la robe de la prestation de serment et la robe. Merci. Elle dit à propos du français de sa mère que c'est comme une robe raccommodée. C'est très beau, mais enfin, bon, il y a beaucoup de choses à découvrir encore dans ces livres. Je passe très vite, là, encore beaucoup de choses à voir dans le vôtre également. Il y a une chose qui m'a... deux choses m'ont frappé. Voilà, je l'ai dit très vite, vous commentez si vous voulez. C'est la question de l'indéchiffrable, parce que à plusieurs moments dans le livre, soit des personnages retrouvent des papiers de Simone, et certains sont écrits en hébreu, d'autres dans d'autres langues, etc. Donc pour elle, c'est indéchiffrable. Et ou même à un moment où il donne une indication sur un papier pour s'orienter, mais comme c'est écrit en arabe, c'est incompréhensible pour elle. Et donc plusieurs personnages sont obligés de rentrer en jeu, plusieurs personnages qui ne parlent pas tous les mêmes langues, et qu'elle fait intervenir de façon à ce que la situation devienne déchiffrable, justement. Alors, vous avez beaucoup joué sur ces... Celle qui parle ces deux langues, c'est Simone. Mais en fait, c'est une question, bon, c'est un peu niche comme sujet, mais moi, c'est un sujet qui m'a passionnée. Je pense que c'est la question de l'identité juive arabe. En fait, personne ne le formule comme ça. Si on le formulait aujourd'hui comme ça en Israël, ce serait perçu comme une prise de position politique. Il y a des gens qui le font. Par exemple, il y a un poète que j'aime beaucoup qui s'appelle Sami Shalom Chetrit, qui se définit comme juif arabe, mais c'est une prise de position, quoi. Et en fait, historiquement, c'est intéressant parce que les Juifs orientaux et les Palestiniens avaient pas mal de choses en commun. La musique, la nourriture, évidemment, il y a des spécificités chez les uns et chez les autres, mais en fait, c'était des gens qui étaient juifs, mais qui vivaient, par exemple, au Yémen ou en Irak. Donc, c'est aussi des Arabes. Enfin, bref, chacun a sa propre définition là-dessus, mais c'est ça qui m'a beaucoup intéressé aussi de creuser, c'est que Madame Simone incarne ce pont qui aurait pu advenir, qui est advenu pour ça, qui n'est pas advenu de façon collective. Et en fait, c'est également dans le livre, mais il y a certains dirigeants politiques israéliens qui ont essayé et qui ont, par exemple, rencontré illégalement des délégués palestiniens, au moment où c'était Yasser Arafat, pour faire ce pont entre ces deux causes, entre guillemets, qui n'a pas pris. Et en fait, c'est assez paradoxal parce qu'aujourd'hui en Israël, les gens... Mais bon, c'est l'art de la politique selon Benjamin Netanyahou. Donc c'était un espèce de pont entre ces deux identités que je trouvais intéressant. Et la langue elle-même, vous parliez de la langue au tout début, est assez éclairante parce que moi, quand je suis arrivée là-bas, j'ai été assez écorchée à l'oreille par ces mots de juif et arabe. Quand on est français, on n'est pas habitué à ces mots-là. Enfin, moi, je n'étais pas habituée à ces mots-là. Et en fait, en arabe et en hébreu, ça se dit comme ça. Les gens ne disent pas un israélien, un palestinien, ils disent Yehudi arabi et Yehudi arabi. Les mots sont transparents. C'est deux langues sémites qui se ressemblent énormément et les mots disent la même chose. Et celle qui maîtrise les deux, voilà, c'est Simone. Et d'ailleurs, quand elle téléphone de temps en temps à un type qui s'appelle Abdel, qui est en France, qui travaille dans le bistrot, ouais. hein, et avec ces histoires de langue, de traduction, etc., et à un moment, il lui dit « Mais ton amie, c'est-à-dire Madame Simone, ton amie, elle est juive ou elle est arabe ?» Et il lui répond « Elle est française. »
Exactement. Oui, alors ça c'était mes petites blagues à moi-même. Il y a un personnage, je parle d'Abdel 2 secondes, il y a un personnage qui s'appelle Abdel, mais en fait il n'est pas du tout arabe, et tout le monde pense à cause de son nom qu'il est arabe, et donc il en a marre que tout le monde lui pose la question, donc en fait il parle à personne parce qu'il en a marre de dire tout le temps qu'il est pas arabe, et en fait c'est juste parce que sa mère, qui est normande, ou je sais plus quelle origine je lui ai trouvé, a passé une nuit d'amour avec un type qui était fan de Gamal Abdel Nasser, et donc pour lui rendre hommage. Et non, c'est l'amant qui est normand et elle est d'origine portugaise. Enfin bref, je trouvais ça rigolo parce que ça fait partie de l'essentialisation, de mettre les gens dans des petites catégories. Voilà, lui il s'appelle Abdel et il subit son prénom. Et sa mère, qui était un peu hippie, voulait œuvrer ainsi pour la réconciliation des peuples. Enfin bon voilà, c'est un peu ce que fait Anna au début quand elle se dit Madame Simone veut être enterrée à Jérusalem parce qu'elle est juive. En fait, elle l'essentialise en fait. Donc c'est très à la mode, avec les orientations sexuelles, les genres, les passeports, les religions, ce que vous voulez. C'était ma petite colère personnelle. Et Sami Shalom Chetrit a un super beau poème, si je peux juste dire ça, sur ce sujet, où en fait, ça s'appelle Conversation avec une touriste américaine, un truc comme ça, c'est un homme de Jérusalem, et ils se rencontrent dans la rue, et la dame lui dit « Ah, mais vous êtes d'ici, moi je suis juive américaine, et vous venez d'où ? Ah bah... moi je suis juif arabe. Elle dit mais comment vous pouvez être juif arabe ? Il y a les juifs français, il y a les juifs enfin bref voilà, il y a les juifs américains, mais les juifs arabes ça n'existe pas, comment vous pouvez dire ça alors que tous les arabes veulent tuer tous les juifs ? Et lui répond mais comment vous pouvez dire qu'il y a des juifs européens alors que l'Europe a déjà tué tous les juifs ? Donc c'est voilà, c'est un retournement un peu provocateur, mais je trouve intéressant. D'ailleurs, à propos de ces questions d'identité, vous citez, enfin, vous faites allusion à un moment, là on n'a plus le temps de lire, enfin les gens s'y reporteront, un très beau poème de Mahmoud Darwish, et qui se termine par identité, je suis arabe. Qui est cité là. C'est parce qu'en fait, je trouve que c'est vraiment très très vrai. C'est qu'en fait, en Israël, un arabe est un arabe. C'est-à-dire, on peut être médecin, on peut être... alors là, en l'occurrence, c'est pour les territoires palestiniens que j'en parle, mais on peut être médecin, tyran, criminel, auteur des pires trucs, peintre mondialement réputé. On est réduit à son identité ethnique. Et en fait, c'est... L'inverse est un peu vrai aussi, c'est-à-dire c'est la grille de lecture qui est à l'œuvre dans cet endroit du monde. Voilà. Et à la fin, Nassera, à la fin de votre livre, je me suis demandé, puisqu'elle est toujours en quête de cette langue finalement qui est orale, si j'ai bien compris, particulièrement la Richa, c'est ça on dit. Et finalement, elle aboutit, elle raconte on écrit un livre, quoi. Et est-ce que ce livre, c'est pas aussi l'histoire du passage d'une langue orale à une langue écrite, à une histoire écrite en tout cas? J'ai pas réfléchi dans ces termes. En tout cas, c'est clair que le récit correspond à une traversée, à une recherche, et dans ce sens-là, ça boucle un peu la boucle, parce que de tous ces questionnements sur la langue, sur l'appartenance, sur la place, il en résulte une forme littéraire un peu hybride et qui répond en partie, oui, à ces interrogations. C'est-à-dire qu'il y a le geste de garder trace de ce qui est en train de se perdre. Et petit à petit, dans le texte, il y a de plus en plus de mots en arabe. Il y a une forme d'hommage aussi au milieu d'origine, aux parents. Et donc, oui, il y a une forme de trace comme ça qui permet peut-être, comment dire ça, de retenir quelque chose. Oui. Est-ce que dans vos deux livres, finalement, le point d'aboutissement, est-ce que c'est pas une sorte de réconciliation, de pardon ou de retrouvailles? Rapidement, en partie, parce que effectivement sur la part intime, on va dire, il y a quelque chose qui s'apaise, mais pour autant
accepter ce conflit-là. Et puis par ailleurs, il y a aussi de la colère, plus par rapport aux conditions dans lesquelles ce monde fonctionne. Cette colère-là, elle n'est pas complètement apaisée. Je pense qu'au contraire, la colère est toujours vive. Et, pour certains de ces personnages, oui. Pour certains des personnages du livre, oui. D'accord. Bon, eh bien, on peut conclure là-dessus. Peut-être, d'abord en vous remerciant et en soulignant que ces deux romans prouvent magnifiquement, je trouve que le roman est un outil extraordinaire par son langage et par son inventivité pour appréhender le monde et mieux comprendre les hommes. Et c'est pour ça que dans le titre un peu piscornu de cette rencontre, j'avais vraiment insisté pour qu'il y ait le mot paix, parce que c'est